C'est l'heure de l'entretien d'actu avec Jacques Beau, ancien membre du renseignement stratégique suisse. Jacques Beau a été chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et a travaillé pour l'OTAN, notamment en Ukraine, après la révolution de Maïdan en 2014. Il est désormais très critique vis-à-vis des choix stratégiques du bloc occidental dans cette partie du monde, au point où il est accusé par plusieurs observateurs de tout simplement jouer le jeu de la Russie de Vladimir Poutine. Il n'empêche que la réalité de l'enlisement ukrainien nourrit ses thèses et il nous a semblé utile d'écouter sa part de vérité à la faveur de la sortie de son livre « L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec ». Bonsoir Jacques Beau. Bonsoir. Vous êtes un auteur très prolifique ces dernières années et vous monitorez en quelque sorte la guerre en Ukraine de manière assez hétérodoxe, il faut dire. C'est ce que vous continuez de faire dans ce livre, L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec, un livre paru aux éditions Maximilo. Et on ne peut pas dire que vos analyses sont consensuelles, vues de l'Europe, en tout cas de la France spécifiquement. Le site Conspiracy Watch estime que vous cochez toutes les cases de ce qu'il appelle le conspirationnisme géopolitique. Et le site d'Info Suisse, votre patrie, Heidi News, prétend décrypter vos méthodes pour disculper la Russie en Ukraine. Mais vous persistez et accusez les politiques, mais aussi les médias et analystes occidentaux mainstream d'avoir mené l'Ukraine dans une impasse. Quels sont vos arguments ? Eh bien, tout d'abord, ce sont les faits. C'est l'actualité. Aujourd'hui, les généraux ukrainiens disent à peu près ce qu'il y a dans mon livre, en réalité. Et ce que j'ai d'ailleurs dit depuis le début, parce que nous avons très mal manœuvré avec l'Ukraine. D'abord, tout simplement, cette guerre était évitable, et elle était évitable si on avait poussé l'Ukraine à tout simplement mettre en œuvre les accords de Minsk qu'elle avait signés. Ça commence par là. Donc, l'Ukraine les avait signés. Les républiques du Donbass avaient signé, la France et l'Allemagne étaient les garants du côté ukrainien, la Russie du côté des républiques du Donbass. Et la Russie a toujours poussé ses partenaires occidentaux à inciter l'Ukraine à respecter ces accords. Les partenaires occidentaux, d'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes, François Hollande, parce qu'Emmanuel Macron n'était pas encore là à ce moment-là. Enfin, après, il l'a été, bien sûr, mais François Hollande et Angela Merkel ont avoué qu'ils avaient signé ces accords ou contresigné ces accords uniquement pour gagner du temps, mais en fait pour armer l'Ukraine. Donc, il n'y a jamais eu d'honnêteté du côté occidental pour faire appliquer ces accords. Or, si on les avait appliqués, eh bien, on n'en serait pas là. Et puis, depuis le début de l'offensive russe, lorsque Volodymyr Zelensky, le lendemain du début de l'offensive russe, a voulu négocier, ce sont les Occidentaux qui lui ont dit « Non, tu négocies pas, on te donne de l'argent pour des armes, tu te bats ». Et alors, les négociations qui avaient commencé à Gomel se sont arrêtées, Gomel à la frontière du Bélarus, et quelques semaines plus tard, Zelensky est revenu de nouveau avec une idée auprès des Russes. Il a fait une proposition pour laquelle les Russes étaient prêts à partir. Zelensky, oui, pardon. Et là, c'est Boris Johnson et les Américains qui sont venus, qui ont dit « Tu retires ta proposition, sinon on ne t'aide plus ». Donc, et aujourd'hui, Zelensky se trouve dans cette situation, qu'il est dans une situation beaucoup plus défavorable, parce que la proposition qu'il avait faite en mars 2022, c'était le retrait des forces russes d'Ukraine, avec un statut de crime pour la Crimée, les républiques Donbass à négocier, et la neutralité de l'Ukraine. Et c'est lui qui avait fait cette proposition. La délégation ukrainienne avait signé cette proposition. Les Russes étaient partants pour l'idée. Sergei Lavrov a dit c'est une bonne base et on est prêt à partir sur cette proposition. Et c'est là que les Occidentaux sont venus pour empêcher. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Zelensky constate que ce qu'on lui a fait faire, on lui a fait retirer des propositions qui l'auraient mis dans une position beaucoup plus favorable que ce qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, dans une situation bien pire, et on savait que la situation allait être pire. Et donc, on a sans arrêt poussé l'Ukraine dans les mauvais choix. Et ça, unique pour des raisons sans doute géostratégiques, surtout du côté américain, qui cherchait à tout prix à affaiblir la Russie. Et on espérait que
les mesures, notamment les sanctions qu'on avait prises, allaient affaiblir la Russie et que cet affaiblissement allait conduire à un changement de pouvoir en Russie. Et c'est pas ce qui s'est passé. La Russie est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était même au début de la contre-offensive, de l'offensive qu'elle a elle-même déclenchée en février 2022. Et justement, Jacques Beau, je voudrais qu'on revienne sur cette offensive parce qu'elle a eu lieu. Vous dites, bon, si on avait respecté les accords de Minsk, on peut vous répondre, mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille. On peut vous dire que le fait est que Vladimir Poutine a commis l'inexcusable en envahissant un pays étranger pour finalement oblitérer sa souveraineté et le forcer au choix qu'il estimait bon. Et en revenant à cette invasion russe, est-ce que les occidentalo-critiques comme vous n'ont pas péché par excès de naïveté en affirmant notamment que jamais la Russie n'envahirait l'Ukraine? Beaucoup de gens l'ont dit. C'est pas ça. La raison pour laquelle il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de cette question d'OTAN, qui est un problème géostratégique pour la Russie, et que la Russie a toujours considéré comme un problème qu'elle devait traiter ou qui pouvait être traité de manière diplomatique. Et toutes les initiatives qui ont été faites, d'ailleurs jusqu'en 2021, étaient d'ordre diplomatique, et la Russie n'a pas changé sur ce plan-là, jusqu'au moment où il s'est passé un phénomène. Le problème du Donbass, c'est un problème de respect des minorités. Et ce problème, c'était ce que les accords de Minsk devaient régler. Les accords de Minsk ne devaient donner rien du tout à la Russie, ne parlaient pas d'OTAN et de choses comme ça. C'est un problème du traitement des minorités. Russophone, exactement. Notez que le problème des minorités en Ukraine, c'est pas simplement la minorité russophone étant la plus importante et la Russie y était attachée, c'est la raison pour laquelle on est arrivé à cette confrontation, mais en réalité, quand vous avez aujourd'hui Viktor Orban qui s'oppose à la livraison d'armes à l'Ukraine, ne vous trompez pas, c'est parce que les minorités hongroises, qui sont beaucoup plus petites, on n'est pas dans des millions, on est quelques centaines de milliers de personnes en Ukraine, elles souffrent également des mêmes mesures. Et c'est la même chose d'ailleurs du côté roumain. Donc, de quelles mesures vous parlez ? Alors, c'est des mesures qui sont, par exemple, sur les limitations d'usage de la langue, les questions d'école, par exemple, qui ne peuvent pas se faire dans la langue des personnes d'origine, etc. Bon, en France, ça paraît normal, que dans un pays, on soit éduqué dans la langue de ce pays. Parce qu'en France, d'ailleurs, si vous posiez la question à un Breton, il ne vous dirait pas ça. Oui. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, si, je crois. Aujourd'hui, parce que par la force, on l'a fait. Mais autrefois, vous voyez, en Suisse, par exemple, votre réflexion serait totalement incongrue. Parce que chez nous, on a compris qu'il y avait des cultures différentes et on a un système politique qui accommode ces cultures différentes. Et c'est d'ailleurs ce qui était prévu dans les accords de Minsk. L'origine, la genèse des accords de Minsk a été faite avec des diplomates suisses, le tout début, et qui prévoyait une solution de ce type-là. Alors, on peut aussi vous dire que la Russie a une sorte de de tropisme impérialiste, que au fond, tout cela n'est que prétexte et que il était question que la Russie n'a jamais reconnu le sérieux de la souveraineté ukrainienne et que de manière générale, si on considère que la Russie n'est que la continuité de l'Union soviétique, c'est une sorte d'impérialisme déclinant et frustré qui a, disons, exercé sa violence sur un de ses dominions, un de ses ex-dominions. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. La Russie est intervenue, alors vous pourriez citer l'exemple de la Géorgie, par exemple, mais dans la Géorgie, c'est exactement le même problème qui s'est posé. Et d'ailleurs, il y a eu une enquête de l'Union européenne qui a d'ailleurs confirmé que c'est bien l'action du gouvernement géorgien contre la minorité russophone de Géorgie qui a provoqué l'intervention et pas l'inverse. Et on a exactement la même chose ici. Et c'est un peu ça, on a tendance, c'est un peu le problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ces livres. J'ai aucune relation particulière à la Russie et ça m'est un peu égal, à vrai dire, de savoir qui est le gentil, qui est le méchant dans cette affaire. Bon, il n'y a pas de gentil en géopolitique. Voilà. Mais il y a des méchants quand même. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'en réalité, on a toujours la moitié de l'histoire. Et vous avez d'ailleurs exactement la même chose qui se passe avec la Palestine aujourd'hui. On vous raconte que la moitié de l'histoire. Et alors vous avez toujours l'impression qu'il y a un méchant qui est même très méchant et un gentil qui est très gentil. La réalité, comme vous le savez, et c'est valable dans les affaires personnelles comme dans les affaires internationales, la réalité est toujours un peu entre les deux. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Et ne vous trompez pas,
j'ai été interpellé l'autre jour à Bruxelles pas pour les livres, mais pour les vidéos que je fais. J'ai été remercié par un Ukrainien, un réfugié ukrainien, qui me dit merci pour ce que vous faites. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe dans notre pays. On a une vision qui est complètement déformée des choses. Et c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, si vous lisez mes livres, et notamment celui-ci, vous verrez que la plupart des sources sont les médias ukrainiens. Parce que même l'information que nous avons ici, elle est tronquée par rapport à ce que les médias ukrainiens disent. Oui, vous êtes très critique par rapport aux médias occidentaux et notamment français, on y reviendra. Je voulais citer une sorte de phrase qui a été répétée à plusieurs reprises ces derniers mois, voire ces dernières années par Emmanuel Macron. La Russie ne doit et ne peut gagner cette guerre. Vous semblez le lui reprocher en évoquant une forme de narratif envahissant, mais c'est peut-être plus l'expression d'une certitude qu'il a, et là je me retrouve en train de défendre Emmanuel Macron, donner le point à la Russie de Vladimir Poutine contre le droit international ne peut que faire grossir sa gourmandise territoriale et menacer la paix. On ne peut pas dire que ce soit un raisonnement absurde. Si on regarde l'histoire de l'Europe, notamment au XXe siècle. Non, c'est un raisonnement qui est absurde parce qu'il part de l'idée que la Russie cherche à envahir tout le monde. Et c'est exactement, on avait la même... À reconstituer l'URSS, ce serait pas idiot de penser ça. C'est-à-dire que, vous comprenez, c'est pas idiot de le penser, mais quels sont les éléments qui le démontrent? Rien. Il n'y a rien. Les Russes ne l'ont jamais dit, ils ont ça dans aucun programme, c'est des interprétations et des sortes de fantasmes qu'on avait d'ailleurs même durant la guerre froide. Même la CIA a dit que durant la guerre froide, l'URSS n'avait jamais eu l'intention d'attaquer l'Europe. Voilà. Simplement, on a construit. Alors, évidemment, on était dans une dynamique un peu différente, etc. On était dans des systèmes opposés, et peut-être, voilà. Mais en réalité, on se crée nous-mêmes des fantasmes. Il y a quand même le fantôme de l'URSS en Géorgie, en Ukraine. Il y a ce passé qui ne passe pas, cet éclatement qui s'est mal négocié. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'URSS s'est démantelée et que ces républiques sont devenues indépendantes, il s'est retrouvé que vous aviez des russophones qui se trouvaient dans ces pays, qui, du jour au lendemain, alors qu'autrefois ils faisaient partie de la majorité du pays, puisque le pays c'était l'URSS, et du coup, dans ces républiques indépendantes, sont devenus des minorités. Et vous avez des pays qui ont en fait un peu pris leur revanche. Alors, on peut comprendre, c'était une sorte de resurgence nationaliste. Le problème, c'est qu'au lieu de dire, ben voilà, on a un nouveau pays maintenant avec une communauté qui parle russe et une communauté qui parle autre chose, et donc on va faire quelque chose avec des règles linguistiques, par exemple, différentes, des règles qui accommodent les cultures des uns et des autres. Non, on n'a pas fait ça. On a dit, nous avons gagné, donc maintenant, vous êtes ceux qui sont sous nous, si vous voulez. Et d'ailleurs, vous avez ça d'ailleurs dans certains pays baltes où les russophones sont des non-citoyens. Vous avez le statut de non-citoyen. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? En Ukraine, il y a une loi qui est parue, qui a été publiée le 1er juillet 2021, qui donne des droits différents aux gens selon leur origine ethnique. C'est ce qu'on avait dans l'Allemagne nazie. Alors, toute proportion, il faut garder toutes les choses en proportion. En Ukraine, on n'était pas exactement sur la même dynamique que ce qu'il y a eu en 1935 avec les lois de Nuremberg en Allemagne. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que vous avez des droits basés non pas sur ce que vous faites, mais sur ce que vous êtes. Et ça, pour moi, on n'est pas dans le domaine de la démocratie. Et ce qui s'est passé, à vrai dire, après 2014, et alors, je le sais parce que j'étais à l'époque, je travaillais pour l'OTAN, et puis j'étais impliqué d'une certaine manière en Ukraine. Le problème, la première loi qui a été adoptée, alors que jusqu'alors, le russe et l'ukrainien étaient deux langues officielles, avaient le même statut, si vous voulez. Et tout d'un coup, ceux qui ont fait la révolution de Maïdan, la première loi qu'ils ont adoptée, c'est de rabaisser le russe à un rang de langue régionale et donc plus de langue officielle au niveau du gouvernement. Ce qui voulait dire que les interactions entre les citoyens et les autorités ne pouvaient plus se faire en russe.
d'un coup. Et ça, vous avez tout le sud de l'Ukraine qui s'est enflammé à ce moment-là. On a parlé de la Crimée, bien sûr, on a toujours parlé du Donbass, mais en réalité, vous avez tout le sud qui s'est enflammé. Finalement, le dernier village gaulois, si vous me passez l'expression, ça a été ces deux républiques du Donbass. Donc on n'est pas du tout dans des phénomènes démocratiques, là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le même phénomène s'est passé du côté magyar, ou hongrois, si vous préférez. Et c'est resté, d'ailleurs. La Hongrie s'est plainte à de très nombreuses reprises, a demandé à l'Union européenne d'intervenir, je parle d'avant le conflit, bien entendu, enfin l'opération russe. La Hongrie a demandé à plusieurs reprises à l'Union européenne d'intervenir en Ukraine parce que les droits des populations magyares n'étaient pas respectés. Et donc, mais comme c'est une petite minorité, on n'en parle pas beaucoup. Mais si aujourd'hui, vous avez Viktor Orban qui fait des difficultés pour 50 milliards, etc., c'est parce qu'il a dit tant que les droits des populations magyares ne sont pas respectés en Ukraine, je ne soutiens pas l'idée de livrer des armes ou d'aider encore l'Ukraine. Donc, ce qui nous a frappé, parce qu'évidemment, il y a une action militaire qui est dictée par cette question des minorités. Alors, ce n'est pas simplement pour la langue, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2022, les Ukrainiens avaient préparé une opération pour attaquer le Donbass. Et les préparatifs ont été détectés par les observateurs de l'OSCE, et pas seulement ça, mais Oleksiy Arestovitch, qui était le conseiller de Volodymyr Zelensky, il ne l'est plus maintenant, il sera plutôt son adversaire politique s'il y a une votation, une présidentielle, mais ça c'est de la musique d'avenir. Ceci étant, il était à l'époque conseiller de Volodymyr Zelensky et il a dit dans une interview d'environ un quart d'heure, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur YouTube, il expliquait que l'Ukraine devait créer un conflit dans le Donbass pour avoir une guerre avec la Russie. Donc, en fait, on avait une mécanique qui avait déjà été mise en route. Une mécanique guerrière globale et dans laquelle, finalement, la Russie a tiré la première. Quand on vous lit, on comprend que de votre point de vue, si l'Occident ne parvient pas à aider efficacement l'Ukraine, c'est parce qu'il prend ses désirs pour des réalités et alimente finalement un faux sentiment de supériorité, c'est ça? Alors, il y a un peu de ça, mais j'aimerais revenir quand même à la phrase que vous avez faite avant concernant Emmanuel Macron, et d'ailleurs pas seulement lui, d'ailleurs beaucoup l'ont dit aussi, la Russie ne peut pas gagner. Il ne doit pas gagner. Ou ne doit pas gagner. Les deux. Ça revient sensiblement au même dans l'esprit de toute façon. Moi, j'ai toujours un peu de la difficulté avec les gens qui font la guerre avec le sang des autres. Et c'est exactement ce qui se passe. Lorsque Zelensky a voulu, de son chef, trouver un accord avec les Russes, Zelensky était président d'un pays, il a jugé qu'il était bon de faire ça. De quel droit les Occidentaux arrivent derrière, lui disent non, tu fais pas ça, si tu veux de notre argent, tu continues à faire la guerre. Et c'est là où j'ai quand même un peu des difficultés. Donc il lui donne de la force. Peut-être qu'à l'époque, il voulait faire un compromis parce qu'il avait peur de la puissance de feu russe. Mais peu importe les raisons pour lesquelles... De nouveau, il était président, il a la responsabilité d'un pays. Est-ce qu'il a fait une appréciation de situation et il a décidé, il a voulu le faire 2 fois d'ailleurs. Le 25 février 2022, il a appelé notre ministère des Affaires étrangères en Suisse pour qu'il organise une conférence de paix. Déjà, le lendemain de l'opération russe. Donc on n'avait pas encore tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Les Russes n'étaient pas aussi avancés que maintenant, mais il s'est rendu compte qu'il avait probablement été trop loin et qu'il fallait mettre un arrêt à tout ça. Et c'était probablement plus sage. J'ai beaucoup de difficultés avec cette idée de dire, comme d'ailleurs des sénateurs américains l'ont dit, il faut continuer à financer la guerre en Ukraine. C'est un investissement de notre part, parce que comme ça, on affaiblit la Russie sans perdre une seule vie humaine. Sans perdre une seule vie humaine. C'est-à-dire que les vies humaines des Ukrainiens ne comptent pas. J'attends. Il y a un cynisme de la part des Occidentaux qui est absolument délirant. Et j'ai voulu écrire cet ouvrage parce que si on analyse les moyens qu'on a donnés, parce qu'on a dit on va donner des armes, etc., cette fameuse contre-offensive, on donnait des chars, etc., on a donné finalement notre rebut
On a donné des chars, d'ailleurs, à telle enseigne que l'Ukraine a même refusé des chars en disant « Désolé, ne nous envoyez pas les épaves que vous nous donnez. » Donc, vous comprenez, il y a un jeu. Quand on commence à regarder dans le détail ce qui a été fait, on s'est moqué de l'Ukraine. On s'est moqué de l'Ukraine. On a trompé l'Ukraine ? On a totalement trompé l'Ukraine. Et d'ailleurs, je pense que ce qui est aujourd'hui le problème de Zelensky, qui se trouve finalement assis entre deux chaises, d'une part, il ne peut pas renoncer à l'aide occidentale parce que l'économie de son pays est détruite, mais d'un autre côté, il se rend compte qu'il a été dupé. D'ailleurs, il l'a dit. Il l'a dit. Et c'est là où je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu choquant dans cette manière. On est aveuglé en Europe, ou en Occident, d'une manière générale, d'ailleurs même pas par la Russie en tant que puissance militaire, mais contre Vladimir Poutine. Et plus loin, par les Russes. Donc on a fait une guerre absolument ahurissante quand on débaptise des tableaux à la National Gallery à Londres, parce que tout simplement, il ne faut pas mettre le mot russe, il faut mettre le mot ukrainien à la place. Vous apercevez qu'on est sur quelque chose d'autre. On a très vite, et beaucoup de mesures qui étaient prises, d'ailleurs, visaient la population russe. Rappelez-vous d'ailleurs ce que disait Bruno Le Maire lui-même à la radio française, où c'était Europe 1, ça fait où il a dit « la population souffrira ». Pourquoi ? Parce qu'on a pris, en fait, d'une certaine manière, la population russe en otage, avec comme objectif de provoquer un changement de pouvoir en Russie. Et c'est ce cynisme d'utiliser des peuples pour des objectifs. Alors, moi, je n'ai pas d'état d'âme concernant M. Vladimir Poutine. Je ne sais pas s'il est bien, pas bien, etc. C'est le procédé qui me dérange. Il y a quand même assez d'éléments qui montrent que ça n'entre pas en ligne de compte. Le perdreau de l'année, quoi. C'est pas un ange. Il y a des éléments, ils sont nombreux. Ce n'est pas tellement la question. Ce n'est pas la question. Vous comprenez ? À partir de ce moment-là, vous pouvez faire votre propre jugement sur les gens. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a fait avec Kadhafi. Alors, je ne sais pas si Kadhafi était bien ou pas bien. Ce qu'on sait, c'est que ça a donné une catastrophe. On peut dire qu'il dirigeait pas de manière démocratique et qu'il avait du sang sur les mains, mais que c'était peut-être pas la meilleure manière de faire. Vous comprenez, il y a d'autres manières. Si on veut amener la démocratie, si on veut amener l'état de droit, si on veut amener les règles de droit international, il y a d'autres moyens que de le faire. Alors, donc, pour vous, l'Occident, il méconnaît la Russie, ou il ne veut pas connaître la Russie, il prend ses désirs pour des réalités, il alimente un faux sentiment de supériorité. Vous dites que pour l'Occident, la guerre, c'est le narratif avant tout. Oui, c'est le narratif, absolument. On a joué là-dessus, c'est-à-dire que c'est devenu... D'abord pour l'Ukraine, le narratif est devenu important parce que c'est le narratif qui ouvre la porte au soutien occidental. On a très bien vu d'ailleurs ces derniers mois, mais c'est pas simplement ces derniers mois. On a vraiment protégé le narratif. Et l'idée qu'on ne pouvait pas imaginer que la Russie, quand vous avez une guerre, a priori, vous pouvez dire c'est comme un match de football. Bon, en principe, les deux ont leur chance. Mais là, non. On a dit dès le départ, ça ne peut pas être ça. Ça ne sera pas ça. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de protéger parce que c'est ce qui a permis, finalement, cette mobilisation de l'Occident pour financer l'Ukraine. Une aide qui, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, n'est pas arrivée très loin parce qu'on n'a pas... Malgré les milliards qu'on a investis, on n'a pas amélioré le sort des Ukrainiens, bien au contraire. Donc, si vous voulez, on n'a jamais voulu regarder la réalité en face, on s'est vraiment fondé sur le narratif. Et d'ailleurs, quand vous regardez, je cite déjà mes précédents ouvrages, et ici aussi, je cite cette stratégie, en fait, parce que ce qu'on observe aujourd'hui qui s'est fait... qui s'est déroulé sous nos yeux, en Ukraine, en Russie et ailleurs, d'ailleurs, c'est une stratégie dont tous les points ont été écrits en 2019 par le think tank du Pentagone, la RAND Corporation. Et vous avez tout
tout ce qui est décrit, l'adhésion de la Suède, la Finlande à l'OTAN, c'est dedans. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est dedans. Enfin bref, vous avez tous les éléments qu'on a vus en matière de géostratégie ces 2 dernières années ont été décrits en 2019. Mais si vous lisez la dernière citation de mon livre, vous verrez que ce que les analystes de la RAND Corporation avaient dit, ça c'est une stratégie pour éventuellement affaiblir la Russie. Mais si vous le faites, vous devez vous attendre à ce que l'Ukraine perde des territoires et des pertes humaines considérables et soit poussée à une paix défavorable. C'est la dernière citation de mon ouvrage, sur la dernière page, et ça veut dire que les analystes qui ont proposé cette stratégie savaient en 2019 qu'on allait jouer avec l'Ukraine pour faire s'effondrer la Russie, que ça ne fonctionnerait probablement pas et que la vraie victime de ce jeu allait être l'Ukraine. C'est écrit en toutes lettres. Donc ça veut dire que, quand je parlais tout à l'heure de cynisme, il y a un vrai cynisme. Et si on avait pu avoir des débats plus sérieux, plus ouverts déjà au début, voire avant le conflit, probablement qu'on n'en serait pas là. Si on avait, au lieu de penser qu'il fallait armer l'Ukraine dans le but de faire la guerre avec la Russie, si on avait pensé que les accords de Minsk auraient permis de... Et probablement on n'en serait pas du tout là. Là, je ne pense pas, et d'ailleurs rien n'indiquait, quand les services de renseignement pensaient que la Russie n'allait pas attaquer l'Ukraine, je pense que tout le monde pensait effectivement ça, parce qu'il n'y avait pas d'indication. Les Russes étaient prêts à, mais ils n'avaient pas l'intention de le faire. Et il y a un moment où ils ont vu que, et on est un peu dans la situation du duel de Far West, et à un moment, les Ukrainiens sont en train de préparer leur offensive. Si on n'attaque pas maintenant, on n'y arrivera pas. Et il a fallu jouer ce jeu préemptif. Profiter de l'effet de surprise. Pas vraiment de surprise, parce que je pense que d'ailleurs, Joe Biden avait dit l'attaque va se passer ce jour-là. Rappelez-vous, il l'a dit, les Américains savaient très bien ce qui allait se passer. Ils savaient qu'à partir du moment où l'Ukraine allait commencer à mener son opération dans le Donbass, ça allait déclencher une réaction. Ils le savaient. On aurait pu imaginer que cette réaction serait dans le Donbass et non Elle a été dans le Kiev. Donbass. Il y a une attaque de Kiev. Non, il n'y a pas eu d'attaque de Kiev. Et d'ailleurs, non. Au début, l'objectif, c'était quand même le changement de pouvoir à Kiev. Non, ça n'a jamais été le changement de pouvoir. Et d'ailleurs, les Russes n'ont jamais déployé. C'est d'ailleurs ce que j'explique. Et d'ailleurs, on le voit très, très factuellement. Il y a pas besoin. Les Russes n'ont jamais déployé suffisamment de force pour pouvoir s'emparer de Kiev. Jamais. Mais ils l'ont fait. Et d'ailleurs, ils l'ont dit à l'époque. Et d'ailleurs, quand on regarde l'évolution des combats, si vous me passez l'expression, c'est exactement ça. Leur effort principal était dirigé sur le Donbass. Et pour éviter, ils ont attaqué d'ailleurs avec un rapport de force très inférieur, parce que leur but n'était pas d'occuper toute l'Ukraine, c'est vraiment de combattre les forces dans le Donbass. Mais pour éviter que les forces ukrainiennes se renforcent dans le Donbass, ils ont fait un mouvement sur Kiev pour créer une menace sur Kiev, de sorte à ce que les réserves ukrainiennes soient fixées dans cette région et ne viennent pas dans le Donbass. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, comment résumeriez-vous la pensée militaire russe et quelles conséquences a-t-elle sur le gel du front ukrainien? Selon vous, c'est une image que vous donnez dans votre livre, la guerre en Occident est vue comme des photographies et en Russie, la guerre est vue comme un film. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Russes ont la perception... D'abord, il faut comprendre que les Occidentaux, depuis une trentaine d'années, finalement, ne font que des guerres coloniales, entre guillemets, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire avec des armées technologiquement très fortes, contre des forces qui sont technologiquement moins fortes, qui n'ont pas d'aviation, par exemple, qui ont des moyens technologiques plus faibles, des guerres électroniques, par exemple, relativement faibles. Donc, ce sont un peu des guerres entre guillemets facile qu'on a fait, où il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir, on tire, on détruit, et en gros, le problème s'arrête là. Les Russes n'ont pas cette habitude, si j'ose dire, ils n'ont pas participé à toutes ces guerres, et ils ont une culture qui leur fait comprendre la guerre comme quelque chose de plus holistique, quelque chose qui implique une société dans son ensemble. Et ils ont, et on voit d'ailleurs très bien la manière dont a été conçue l'intervention russe, d'une part, mais aussi... En Ukraine. En Ukraine, oui, bien sûr. Et la manière dont c'est
mener cette guerre, si vous voulez, ou cette opération spéciale, comme disent les Russes, tout en maintenant une activité économique, parce qu'on s'aperçoit que, alors que les Occidentaux pensaient ruiner et affaiblir la Russie, eh bien pas du tout, ils ont su mener une opération conventionnelle dans une atmosphère conventionnelle, ce qu'on appelle la guerre conventionnelle, c'est-à-dire deux adversaires qui ont une force à peu près égale qui s'affrontent, avec chacun de la guerre électronique, de l'aviation, etc., etc. Et donc une guerre de haute intensité, on peut dire, et en même temps, ils ont réussi, malgré les sanctions, à créer ou renforcer même leur économie, puisque aujourd'hui ils ont une croissance qui est évaluée à 3,5-3,6%, alors que les pays occidentaux, notamment européens, ne sont pas du tout là. Donc ça veut dire qu'ils ont compris la guerre comme étant un tout, et qu'il fallait allouer certaines ressources tout en préservant d'autres, alors que les Occidentaux ont tellement voulu, se sont tellement dirigés sur ce conflit, sont focalisés sur l'Ukraine, qu'ils en ont perdu les relations avec ce qu'on appelle le reste du monde. Et aujourd'hui, ça leur saute à la figure avec ce qui se passe en Palestine, où aujourd'hui, vous avez le reste du monde qui vient rappeler à l'Occident qu'il ne se comporte pas toujours de manière très juste. Et puis, les ressources, on n'a pas du tout réfléchi, nous, à nos ressources. Et quand on parle, alors peut-être la France est un peu moins touchée, mais quand vous parlez à des Allemands, eux comprennent très très bien qu'on a un peu vendu leur économie simplement pour finalement lutter contre la Russie. Puis les Allemands se disent, mais est-ce que vraiment ça valait la peine que nous, on ait tout d'un coup une inflation énorme, alors que finalement, la Russie, pour nous, peu importe qui est à Moscou, assis au Kremlin, c'est pas tellement notre problème. Et donc... Le plus, ça dépend de l'évaluation de la dangerosité de la personne qui se trouve au Kremlin. Vous contestez le concept de guerre hybride, concept utilisé par les analystes occidentaux, notamment français, pour qualifier justement l'art de la guerre russe. Pour vous, ça n'existe pas, la guerre hybride. C'est pas moi qui le dis. C'est que la guerre hybride, c'est un terme qui est sorti en 2014 sur la base d'un article du chef d'état-major ou des armées, dirait-on en France, le chef d'état-major général russe, qui avait écrit un article sur la prospective militaire. Et puis il avait décrit en réalité la guerre telle que la mènent les Occidentaux. Et un Britannique qui a traduit cet article a dit, voilà, ça c'est la guerre hybride, la doctrine Gerasimov, c'est la doctrine de la guerre hybride russe. Et puis, tout le monde est parti là-dessus, parce qu'il y a eu 2014, Maïdan, etc. Donc tout le monde est parti hardi-petit sur cette idée. Et cet analyste, quand il a réfléchi, il a dit non, c'est faux ce que j'ai dit. Et il est revenu dans un article, après il a dit, c'est moi qui ai créé cette doctrine de guerre hybride russe, et en fait elle n'existe pas. Et c'est lui qui l'a dit. Et qu'est-ce qui existe justement ? Non, elle n'existe pas. D'abord, on n'a jamais pu définir ce qu'était une guerre hybride. D'abord, ça commence par là. Guerre hybride, c'est-à-dire une guerre qui mêle différents aspects, la propagande. Oui, mais ça, c'était la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre mondiale, vous aviez de la propagande, vous aviez aussi, alors il n'y avait pas l'Internet, bien sûr, ça se faisait sur les ondes radiophoniques, vous avez toutes ces fameuses annonces. Etc. Il y avait exactement la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale, les services spéciaux, ceux qui faisaient la guerre, qui aidaient la résistance ici, etc. Donc il n'y a absolument rien de nouveau. Cette guerre hybride, on n'a jamais su la définir. D'ailleurs, c'est un peu ça le problème, c'est qu'à force d'employer des termes sans les définir, en réalité, quand on n'arrive pas à conceptualiser ce que vous avez en face, on n'arrive pas à conceptualiser la manière d'y répondre. Et ça fait partie d'ailleurs de ces erreurs qui nous ont conduit à imaginer un ennemi, on ne sait pas trop, informe d'une certaine manière, et on a poussé l'Ukraine sans lui donner les instruments pour répondre à ça. Parce qu'on ne savait même pas quelle configuration avait cette menace. Comprenez, quand on analyse un conflit, les mots ont parfois leur importance. Et quand on se prépare à la guerre, d'ailleurs, je suis un guerrier de la guerre froide, vous voyez mes cheveux blancs, et pendant la guerre froide, on essayait de comprendre comment les soviétiques pensaient la guerre. C'était notre
la première tâche, et j'ai travaillé dans les services de renseignement suisses, et on n'était pas si neutre que ça, parce que j'ai travaillé avec tous les services occidentaux à l'époque, où on se rencontrait très souvent, on discutait à chaque publication qui était faite, à chaque déclaration du Parti socialiste, du Parti communiste russe, enfin soviétique. On réfléchissait, on essayait de comprendre ce qu'il voulait dire, est-ce que ça avait une incidence, de façon à comprendre exactement ce qu'il comprenait par le mot guerre. Connaître l'ennemi. Voilà, c'est connaître l'ennemi, ça. Or ça, c'est un effort qu'on n'a plus du tout fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a conduit l'Ukraine à se battre contre un adversaire dont on n'avait absolument aucune idée. Alors, vous n'avez pas de mots assez durs pour les médias français, ça ne va pas arranger votre cas. Vous accusez TV5 Monde de conspirationnisme, notamment sur l'instrumentalisation supposée d'immigration clandestine venue du Bélarus, sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, sur l'interruption du trafic ferroviaire au nord de l'Allemagne, etc. Vous estimez qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui n'étaient pas... qui étaient fausses. Qui était tout simplement fausse, qu'on a raconté de manière fausse. Vous parlez de la guerre hybride, et vous citez d'ailleurs des exemples qui étaient mentionnés, je ne sais pas si c'était TV5 Monde, je crois, une émission, dans laquelle la personne qui était une experte, qui essayait d'expliquer la guerre hybride, a expliqué qu'il y avait eu des interruptions dans la guerre mer du Nord, etc., alors que quelques jours avant, on avait expliqué les interruptions d'Internet par des problèmes de chalutiers qui avaient abîmé etc., etc. Donc, on a créé vraiment un scénario. Cette émission Comme Nord Stream, jusqu'à présent, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors, Nord Stream, de nouveau, on ne sait pas exactement qui est. D'ailleurs, moi, je n'essaye pas d'inventer pour savoir qui. Aujourd'hui, on sait que c'est les Ukrainiens. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a posé la question, vous avez un général français sur une chaîne concurrente qui dit, sans sourciller, sans hésiter, c'est la Russie. Nord Stream. Pour Nord Stream. Alors qu'en réalité, on n'en savait rien. Sa réponse honnête, et comme d'ailleurs tous les à la fois politiciens, journalistes, etc., c'était de dire, on ne sait pas. Mais non, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a dit, c'est la Russie. Et on a commencé d'ailleurs à prendre des sanctions sur la Russie. Et c'est là où vient ce problème à la fois du narratif, mais aussi de la discipline et l'intégrité des médias. Et pourquoi ils arrivent à être catégoriques dans l'erreur? C'est parce que tout simplement, alors je l'ai répété dans mes livres à plusieurs reprises, c'est qu'ils ne respectent pas la charte de Munich, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a une information qui vient, eh bien on écoute un petit peu A, B, C, on essaye de comprendre ce qui se passe, mais on ne part pas comme ça. En fait, ils ont fait, pendant toute cette guerre, de la propagande. Et vous avez exactement le phénomène qui se fait aujourd'hui à propos de la Palestine. C'est exactement le même scénario. Et on exclut des plateaux de télévision. Donc, en Palestine, quand même, Israël un peu dans le rôle de la Russie et la Palestine un peu dans le rôle de l'Ukraine. Et ce qu'on reproche aux Occidentaux... Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on reproche aux Occidentaux de ne pas reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, comme on a reproché aux Russes de ne pas reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple ukrainien. C'est pas ce qu'on reproche. C'est pas tout à fait ce qu'on reproche. C'est quoi la différence entre la Russie en Ukraine et Israël en Palestine? Alors bon, on pourrait faire une émission là-dessus. Mais en gros, ce qu'il y a, c'est qu'on a des deux côtés quelqu'un qui n'a pas respecté un traité et qui se fait attaquer. C'est exactement ça qui se passe, des deux côtés. Vous avez d'un côté Israël qui n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies et finalement... Alors, on peut... Le problème n'est pas... Enfin, le problème n'est pas tant le 7 octobre, en tout cas, justement, c'est pour ça. Ceux qui condamnent Israël, c'est pas tant le 7 octobre, parce que le 7 octobre est de la responsabilité du Hamas, mais ce qui condamne Israël, c'est l'après 7 octobre, c'est-à-dire cette manière... Oui et non. Ne pas considérer... Le conflit ne commence pas le 7 octobre. Absolument, on est d'accord. Comme le conflit n'a pas commencé le 24 février. Et pourquoi il y a eu le 24 février? Parce que l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk. Pourquoi il y a eu le 7 octobre? Parce que durant 75 ans, l'Israël n'a jamais respecté les résolutions des Nations Unies. On a le même phénomène. Vous ne respectez pas le droit et au bout d'un moment, vous avez quelqu'un en face de vous
chez qui vous avez la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, on n'en finirait pas et on digresserait à aller dans ce sens-là. En tout cas, je rappelle pour tous ceux qui veulent avoir un contrepoint, le titre de votre livre, Contrepoint à, disons, ce qu'on a entendu, et on est obligé de se rendre compte que le cours des choses